Lakers subissent un nouveau sweep en playoff, cette fois-ci face à OKC. C'est même un sweep de saison, puisqu'après 4 matchs en saison régulière, ils ont perdu 4 fois, 4 matchs de playoff, ils ont perdu donc 8 fois. Ça fait beaucoup. On va aujourd'hui débriefer ensemble ce match 4 et se projeter sur la suite pour les Lakers. OKC, on aura le temps d'en reparler, puisqu'ils attendent le vainqueur entre les Spurs et les Wolves pour la finale de conf de la conférence Ouest. Et puis on dira un petit mot évidemment sur le match 4 entre Détroit et Cleveland, puisque Donovan Mitchell nous a sorti juste un match record. Nous sommes tous les deux avec Erwan. Comment ça va, Erwan? On a vécu encore une fois une bonne nuit NBA de playoff. Comme on aime. J'ai vu deux bons matchs de basket, assez différents comme d'habitude selon les conférences, mais j'ai vu encore une fois un très bon Lakers OKC et qui s'est comme la 8e fois d'affilée terminé de la même façon. Ouais, d'habitude ça passe un peu plus tôt dans la mi-temps. Cette fois-ci, on a eu au moins dans la dernière minute un petit peu de suspense. Ouais, moi je vais pas te cacher, j'y ai cru. Hein. Ouais, moi j'y ai cru. Le problème, c'est que LeBron et qu'en face, ils ont l'habitude de ces grands moments visiblement. En tout cas en termes d'équipe, bien sûr, parce que LeBron est un joueur clutch, l'histoire l'a prouvé. Écoute, je te propose qu'on se lance tout de suite. Vas-y. Dans ce débrief. On regarde le score final, 115-110, je le disais, dans un vrai money time. Les Lakers sont venus avec un super état d'esprit, une vraie énergie et une défense qui a changé sur Shai. Plus de prises à deux incessantes. Du coup, Shai a mis 35 dans le match. Voilà, il a fait son meilleur match de la série au meilleur des moments, j'ai envie de dire, parce qu'il était quand même dans des stats, dans des eaux qui sont très loin de ses standards depuis 2 ans quand même. Hein. Ouais. Il était à 21 points par match, donc il était à 12 points de moins que sur le premier tour et à 10 points de moins qu'en saison régulière. Alors, j'aimais bien la défense de JJ Redick, on va en reparler de JJ Redick. Ils ont réussi à le contrarier sur les 3 premiers matchs. Bon, alors, il change. Oui, lui, il fait son meilleur match, mais en même temps, ils n'ont jamais été aussi près que de les taper. Donc, la lecture est... Est-ce qu'ils n'auraient pas dû changer peut-être sur le match précédent? C'est la question qu'on se posait. La lecture est pas simple à avoir. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une meilleure équipe que l'autre. Ça, il n'y a pas de doute. Bon, de toute façon, on le savait tous, que le Thunder était mieux armé, mieux équipé, plus en confiance. Luka Doncic n'est pas sur le terrain. Donc, de toute manière, c'est quand même le grand souci pour ces Lakers, c'est qu'ils n'ont jamais été au complet pendant ces playoffs. Alors, ils ont passé un tour. Ça reste positif quelque part. Mais tu fais... Encore une fois depuis le titre, une série de playoffs où tu te fais défoncer. Ils sont jamais en position de... jamais en position. Disons quand même qu'il y a 4 ans, ils passent 2 tours de playoffs, ils vont en finale de conf. Ça se finit avec un sweep. Regardez ça, les 4 matchs sur la série, 108-90, 125-107, 108-131. Et donc, le match le plus serré, c'était là. Écoute, j'ai envie de te dire quand même qu'ils finissent par un sweep, mais un sweep positif, ce qui est très bizarre, au vu du 4e match, bien sûr. Je sais même pas si ça existe. Hein. En fait, je mets au défi tout le monde de quiconque de venir me dire que les Lakers n'ont pas bien joué au basket, n'ont pas tenté des choses tactiquement, ou en tout cas même tu parlais d'énergie, ce qu'ils ont mis sur le terrain. J'ai vu une équipe en tout cas qui a sa place sur une demi-finale de conf. Leur malheur, c'est qu'ils tombent contre la meilleure équipe de la ligue et ils l'ont montré encore une fois sur cette demi-finale de conférence. Maintenant, oui, quand les Lakers se font sweeper, quand LeBron se fait sweeper, forcément, t'as envie de sortir le chalumeau. Mais chalumeau pour faire quoi? Je pense que quand tu prends l'effectif de ces playoffs-là, donc avec l'absence de Luka Doncic, ce roster-là où j'ai vu quand même des joueurs essayer certains en tout cas, de se sublimer. Bon, en fait, est-ce qu'ils pouvaient espérer mieux? Allez, au mieux peut-être récupérer le match hier et prendre un gentleman sweep, aller à la rigueur. Mais bon, ok. Pour moi, ils sont à leur place. La saison, elle est assez bonne. Encore une fois, il y a pas mal de certitudes à sortir de cette saison-là. Mais honnêtement, aujourd'hui, les Lakers, même avec Luka Doncic, ne peuvent pas espérer autre chose qu'une demi-finale de conf. Non, on est plutôt d'accord. Restons sur le match un petit peu sur OKC et après on se projette vite fait à fond plutôt sur les Lakers. On est obligé de parler d'un homme, c'est Jay Mitchell qui a une nouvelle fois été juste exceptionnel. C'est un 2e année ce gars-là. Attendez, qu'est-ce que... Le UC Santa Barbara, sa fac, doit être très fier de voir un mec aussi fort. D'ailleurs, Dwayne Wade et Candace Parker n'arrêtaient pas dans le commentaire de parler de ça. 28 points, 4 passes, 4 interceptions à 12 sur 19 au tir, plus 17 de plus-minus, 22 points de moyenne sur la série. On découvre juste un joueur exceptionnel pour OKC. Un nouveau joueur exceptionnel. C'est aussi ça, quelque part, j'ai envie de te dire, peut-être le secret des grandes équipes, c'est que ton 2e meilleur joueur est pété, toute la série, et boum, il y a AJ Mitchell qui pop. Alors il pop, on l'a quand même vu toute la saison, déjà avec l'absence de J-Dub, faire de belles choses, mais là, c'est vrai que ce qui nous saute aux yeux, c'est la confiance de ce garçon-là. L'année dernière, il est au pain 5 et à l'eau quand même. Et blessé, tu te souviens, il s'est blessé assez rapidement, il a été pas mal en finale, il a vraiment des bribes.
Et finalement, là, c'est des mecs qui sont prêts, finalement, qui sont bien préparés, entraînés, qui sont prêts à relever les défis. Et là, on l'a vu. Et Shea dit, je crois, on a la déclat, c'est le MVP de la série. C'est le MVP de la série. J'ai envie de dire oui. Clairement, c'est le MVP de la série. Chaque fois qu'il y a eu le début de break définitif côté OKC, c'est souvent parti de lui. Alors, j'aime beaucoup aussi le match qu'a fait Jalen Brown. Je vais la prendre, tiens, la déclat, pour une fois que je suis plus près et que je suis pas au fond dans mon bureau du Également, n'hésite pas à parler dans ton micro, par contre. On peut dire qu'il était notre meilleur joueur sur cette série sans Jalen Williams. On comptait sur lui pour porter le ballon. Il a répondu présent. Sa mentalité, son talent et son éthique de travail se montrent aux yeux du monde entier. Voilà, il parle d'éthique de travail. Il n'y a pas de secret. Après, en plus, je trouve que, mine de rien, il a été ciblé par les Lakers défensivement parce qu'il est plus petit qu'Austin Reeves, que LeBron James ou que Rui Hachimura. Donc, il prend des sacrés post-up dans la gueule. Et derrière, il a toujours envie de rendre. Il a quand même un état d'esprit. Puis, je trouve que dans cette équipe-là qui est championne, où il y a des mecs déjà installés, ben les mecs lui font confiance, lui donnent des ballons. Et ça, en général, c'est signe que tu dois montrer dans l'attitude et dans le travail des trucs qui font dire, mais vas-y, c'est ton tour, grand. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est qu'il défend sur Austin Reeves et que Austin Reeves n'a pas dominé comme on a pu le voir les années précédentes. Alors, il revenait de blessure, bien sûr. Le premier match est peut-être à oublier parce qu'il met que 8 points, mais c'est parce que Jay Mitchell est aussi un féroce défenseur. Il a pris la place de Cason Wallace dans le 5 majeur, parce que l'année dernière, c'était Cason Wallace qu'on voyait surtout dans le 5 majeur. On continue de parler d'OKC pour avancer sur d'autres choses. On est obligé de parler aussi de deux mecs qui ont été exceptionnels. Alors, l'un, sans avoir des stats exceptionnelles, c'est Isaiah Hartenstein qui est quand même à plus 30 de plus-minus sur le match. Il est plus magnifique. 30 avec seulement 5 points, 10 rebonds, 5 passes, 3 steals. J'en rêve, qui viennent aux Lakers. Qui viennent aux Lakers. Merci. Non mais, qui viennent aux Lakers. Ayez un Hartenstein dans votre équipe. Dans votre vie même, j'ai envie de dire. Il est magnifique. Il fait tout ce que, en fait, il faut faire pour qu'une équipe aille bien. En plus, sur un poste de pivot qui est assez important, très bon poseur d'écran, bon défenseur, bon rebondeur, super passeur de très haut niveau. La petite passe, à un moment là, une petite passe pour Jared McCain. Puis tu vois, en backdoor, la fantastique. Et puis tu vois, cette relation avec Chet qui aime beaucoup se faire oublier sur la ligne de fond, sur le dunker spot, ou alors quand il est ouvert à 3 points, il lit tout le temps bien les situations. Et puis il a cette grande qualité sur les shot rolls avec son petit flotteur. Ça sera pas un joueur All-Star, mais qu'est-ce qui fait du bien. Il a toute la panoplie du très bon basketteur. On sait pas combien de temps il va rester au OKC, mais alors de toute façon, dans les énormes plus qui leur ont permis d'être la meilleure équipe de NBA, c'est l'arrivée d'Alex Caruso et l'arrivée des gars. Ils sont allés le chercher. Hein. Ils ont donné de l'oseille. Bon, le deuxième mec, évidemment, c'est Jared McCain, qui le gars joue sur des temps de jeu assez courts, mais à chaque fois, on ne voit que lui. Cette agressivité, cette adresse, hier c'est 16 minutes, 13 points, 5 sur 10 au tir, 3 sur 8 à 3 points, lui aussi plus 27 de plus-minus. Sur les moments où il est sur le terrain, OKC, donc en général c'est face à la seconde unité des Lakers, franchement OKC est largement plus fort. Vrai mea culpa de ma part, moi je me souviens quand il signe à OKC, tu m'avais dit « Ah Erwan, attention, tu te trompes certainement », et oui je me suis trompé parce que j'avais dit que c'était un joker médical au vu des blessures qui s'enchaînaient côté Thunder avec notamment AJ Mitchell et J-Dub. Mais en fait, non, évidemment, c'est bien plus que ça. Et puis, il amène un kiff, un sourire, il fit bien avec cette équipe-là. Il bénéficie évidemment de beaucoup d'espace sur des tirs à 3 points, notamment sur transi, sur du rebond offensif. Le cherche tous, direct. Et puis moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a plusieurs fois on l'a vu dans la série, il rate le premier, rebond offensif, on lui remet, il reprend, il rate jamais 2 fois d'affilée. Non, ça c'est clair. Il rate jamais 2 fois d'affilée. Non, et puis il amène ce qu'il doit amener, il est mis en confiance aussi. De toute façon, cette équipe-là, j'ai l'impression qu'elle vit bien ensemble, que tout le monde se tire vers le haut, et ça se voit, quoi. Parce qu'il y a un truc, hier, tu vois, en regardant le match, qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est que l'année dernière, des mecs, donc évidemment Jalen Williams, qu'on ne voit pas parce qu'il est blessé, comme Aaron Wiggins, comme Cason Wallace, comme Isaiah Joe étaient hyper importants. Et alors, Cason Wallace a encore du temps de jeu, on le voit encore sur le terrain. Isaiah Joe et Aaron Wiggins, ils sont relégués en fin de banc au profit de AJ Mitchell et de Jared McCain. Et donc, tu dis le groupe vit bien, de toute façon, c'est toujours plus facile d'accepter de baisser dans une hiérarchie quand tu gagnes des matchs. Tu gagnes et que tu perds absolument jamais, parce que pour l'instant, ils sont à 8-0. Donc, voilà, c'était un truc qui nous avait sauté à la tête. Bon, écoute, on reparlera de Casey dans quelques jours. On se fera une preview de la finale de conf. En attendant, le vainqueur entre San Antonio et Minnesota, au moment où on enregistre, là, il y a toujours 2 partout. Revenons aux Lakers un petit peu parce que du coup c'est une fin de saison. On va regarder les séries de playoffs faites par les Lakers depuis le titre lors de la bulle en 2020. Les Lakers ont tantôt raté les playoffs en 2022. Surtout se sont fait sortir au premier tour. La première fois c'était face aux Suns. Vous vous souvenez, LeBron était blessé déjà à l'époque. Le premier tour en 2024 contre les Nuggets qui était une revanche de l'année précédente. Le sweep en finale de conf. Alors qu'ils ont passé 2 tours dont vous vous souvenez cette demi-finale de conf face aux Warriors qui avait... c'était le rêve d'Adam Silver, disons-le, ce Lakers Warriors.
Lakers. Les Nuggets les avaient une fois sweepés, derrière victoire en 5. L'année dernière, défaite en 5 une nouvelle fois avec JJ Redick qui s'était fait détruire par tout le monde. On se souvient de la deuxième mi-temps où il avait pas changé du tout son 5 majeur, ce qui reste encore aujourd'hui une énigme totale. Et là, une nouvelle fois, un sweep en demi-finale de conf. Qu'est-ce que tu penses de ce cycle, j'ai envie de te dire, des Lakers? C'est difficile d'avoir une vraie lecture. Hein. C'est difficile d'avoir une vraie lecture. Il y a une certitude à avoir sur cette équipe des Lakers autour de LeBron et donc maintenant aussi autour de Luka Doncic, c'est que il y a des gens, les gens autour, en tout cas, c'est pas construit pour aller pour une équipe qui doit jouer le titre. Voilà, je vais y arriver comme ça. C'est pas une équipe qui est construite pour jouer le titre. On peut me dire ce qu'on veut. Là, on voit toutes les dernières saisons en playoff. Oui, il y a une finale de conf, tu te fais sweeper. Il y a quand même beaucoup de sorties au premier tour, de sweep. Donc ça veut dire que quelque part, cette équipe-là, même s'ils ont réussi à inventer des joueurs, ils ont réussi, on pense notamment à Austin Reeves, hein, mais ils ont tenté le coup d'Andre Ayton. Ils tentent des choses. On se souvient que Rob Pelinka, sur les trade deadline, a fait des choses à l'avenue de Rui Hachimura. En tout cas, aujourd'hui, cette équipe-là, en l'état, n'est pas bâtie pour jouer le titre. T'es les Lakers, t'as Luka Doncic, ça c'est une certitude. Ça c'est des certitudes. Je pense qu'il y a des joueurs sur lesquels il va falloir capitaliser. Je pense que Rui Hachimura, quand même, chaque fois en playoff, il passe rarement au travers. Pépère. Hier, il est énorme. Hein. Hier, sa deuxième mi-temps, elle est exceptionnelle. Hein. Non, mais il est fantastique. Sa série est très bonne. Oui, tout à fait. Sa série il s'échappe jamais en playoff. Hein. Non, donc lui, ça c'est des mecs qu'il va peut-être. Tu sais qu'il était dans les rumeurs de transfert. Lui, il va falloir le prolonger. Il y a pas même des questions. Exactement. Après, j'aime bien la rotation de Jackson Hayes. Ils ont réussi à le remettre un petit peu sur pied. Hier, il montre de l'envie. À défaut d'avoir un talent, il montre au moins de l'envie. Et quand on voit son compère DeAndre Ayton, qui lui a du talent mais qui a zéro envie. Là, une des certitudes aussi que les Lakers peuvent avoir, c'est que le projet d'Andre Ayton, faut arrêter, merci, il va voir ailleurs. De toute façon, il frustre tout le monde. Vous avez tous vu les vidéos où DJ Redick ne le supporte pas en fait. Il est insupportable dans son body language, tout ça. Marcus Smart, qu'ils ont remis aussi sur le carreau. Il n'empêche que, donc, il y a quelques petits sujets positifs. Maintenant, il y a quand même trop de joueurs. Encore une fois, Luka va revenir, Austin Reeves, Luke Kennard, Laravia. Waouh, au bout d'un moment, les gars, on peut pas avoir tous ces mecs-là dans le même roster. On le voit plus que jamais dans la construction qui va être celle-là autour de Luka Doncic. On parlera de LeBron après parce que c'est là, pour moi, le grand point d'interrogation comme tout le monde. Mais autour de Luka Doncic, il faut défendre. Aujourd'hui, les playoffs, encore une fois, nous montrent l'élimination de Nikola Jokic avec Denver, nous montre qu'il faut défendre. Les meilleures défenses passent des tours. Tu ne peux pas, à l'est ou à l'ouest, c'est pareil. Tu peux être le meilleur attaquant du monde et c'est ce que Luka est. Il faut derrière que l'équipe défende. Et quand je vois les coups tactiques de JJ Redick, quand je vois ce qu'ils ont réussi à faire autour de Shai Gilgeous-Alexander, je me dis, si tu as un peu plus de matos, un peu plus de talent pour mieux défendre collectivement, ça peut laisser des belles idées pour la suite. Et une des certitudes aussi que peuvent avoir les Lakers, c'est que JJ Redick est un bon coach de NBA. Il a fait 2 bonnes saisons régulières. L'année dernière en playoff, il a tenté un truc. Justement, il n'a rien tenté. Je trouve que cette année, il est revenu avec d'autres idées. Disons que la série contre Houston, alors c'est les Rockets, on en pense qu'on veut, il n'y avait pas Kevin Durant. Ils sont arrivés en mode on a l'avantage du terrain, ils ont assuré. Oui. Et lui, notamment, a assuré au coaching sans aucun doute. Moi, je pense malgré les blessures. Aujourd'hui, JJ Redick est installé comme un bon coach de NBA. Il a quand même 3 tours de playoff. C'est la deuxième année. 3 tours, j'ai dit. 3 tours de playoff. Un l'année dernière, 2 cette année. Très bien. Donc voilà, je trouve qu'il se passe des choses. C'est le délire du podcasteur est bien derrière lui. Je trouve que c'est un coach, je te dis, qui tente des choses. À voir maintenant avec LeBron, parce que je pense que coacher LeBron, ça reste particulier, même s'il a été très bon. Mais voilà les certitudes des Lakers. Maintenant, il va falloir vraiment que Rob Pelinka ne se contente plus de faire des bons coups, mais construise une équipe pour gagner le titre, parce que t'as Luka et parce que t'es les Lakers. Bon, reprenons quelques stats, là, revenons sur le sportif avant d'aller sur les contrats, etc. Tom, mais nous, qu'est-ce que t'as envie de nous mettre, Tom, sur la série? Allez, va sur LeBron, je te sens aller sur LeBron. Regardons ses stats sur la série, parce qu'une nouvelle fois, malgré sa 23e saison en NBA, c'est 41 ans, il est à 23 points, 6 et 6, 50% au tir, avec un énorme temps de jeu, 37% au tir. C'est le meilleur marqueur, le meilleur passeur de ces Lakers. Alors hier, si on revient un peu au match, il est bon, comme toujours pendant tout le match. Il a une paire de balles terrible à un moment donné, on lui vole la balle dans les mains, et il a ce teardrop avec la planche, là, ce petit runner sur sa main droite à lui. D'ailleurs, quand il part, je suis presque sûr qu'il va marquer même avec la faute, tu vois. Donc, évidemment, on sait tous qu'il est sur le déclin à la LeBron, évidemment, il est moins fort qu'avant, il est moins capable de faire gagner son équipe, et ça, c'est la réalité de ce cycle-là. C'est aussi parce que LeBron, dans les money time, n'est plus aussi fort qu'avant. J'ai même envie de te dire, c'est la réalité de LeBron aux Lakers.
Ah, oui, un peu. Alors, de ça. il y a la bulle. Il y a évidemment la bulle, Mais oui, hors bulle, oui. Mais Hors bulle. En fait, les Lakers seront le cycle où LeBron sera peut-être le moins décisif par rapport à ce qu'on a connu à Miami et à Cleveland. Bon, ça, c'est un fait. Alors oui, son âge, mais c'est la réalité. Maintenant, il y a LeBron sur ces playoffs-là, et c'est un joueur de playoff, il adore ça, il a encore répondu ultra présent. Maintenant, il y a LeBron et ce qu'il est, et le personnage qu'il est. Et le salaire qu'il a. Et la gestion aussi sur toute une saison de LeBron et de son entourage. Donc, ça va être intéressant de voir ce que LeBron veut faire, ce que les Lakers vont faire. Il y a quand même eu beaucoup de fritures sur la ligne sur cette saison régulière. On a mis tout de côté pendant les playoffs et bravo à eux. Mais il n'empêche que si tu repars avec LeBron James, tu sais tout ce que tu vas avoir à gérer aussi. Donc, alors, il y a plusieurs trucs. Je vous donne déjà la déclaration de LeBron juste après le match. Je ne sais pas honnêtement quant à son avenir. Nous venons juste de perdre, c'est encore très frais. Normal. Je vais me poser avec ma famille. C'est ce qu'il fait après chaque élimination, enfin après chaque playoff, on va dire plutôt comme ça. Et ils vont prendre le temps de discuter pour voir la suite. Une chose est sûre, l'amour du jeu est toujours là. Je ne pense pas qu'il disparaisse un jour, mais pour moi, le processus a toujours été bien plus important. Parce que si je cessais d'aimer le processus, alors je finirais probablement par ne plus aimer le jeu. Ça, c'est un truc qu'on peut encore mettre sur la table, c'est que c'est le mec le plus prêt, c'est le mec le plus physique, alors même s'il y a eu des blessures cette saison, il y a clairement eu des moments un peu plus compliqués, il est sur le terrain en play-off à chaque fois. Et ça c'est un atout de ouf. Enfin vraiment, suivez mon regard pour d'autres mecs de sa génération. Et c'est le meilleur Lakers, de play-off, il n'y a même pas débat. Ben oui, et ce qui est fou, tu disais, il y a des fritures sur la ligne cette saison, il y a quand même un truc qu'on peut dire, c'est que pour la première fois de sa vie, il n'est pas la première option, il n'est pas la deuxième option, et qu'il a réussi à s'éclater dans la fin de saison avec les Lakers. Dans la fin de saison. Dans la fin de saison avec les Lakers. Mais oui, mais c'est ça qui compte. C'est vrai que ce qu'a réussi à trouver, la formule qu'avait réussi à trouver J.J. Redick autour de Austin Reeves et Luka Doncic, on aimait beaucoup le LeBron off-ball qui coupait ligne de fond, qui avait des remontées et qui attrapait joué, qui attrapait shooté. J'aimais beaucoup ça, vraiment. Les 2 matchs notamment qui gagnent en saison régulière d'affilée à Houston, ça a été pour moi le truc. Je me suis dit, ah ouais, enfin on a trouvé ce rôle pour LeBron. Lui, ça le décharge quand même. Et en plus, il l'accepte. Donc, c'est plutôt intéressant. Je suis très frustré qu'on n'ait pas pu le voir. Bien sûr. Ces 3 garçons associés en play-off. Maintenant, qu'est-ce que... Je sais que j'ai lu un article où il y a beaucoup d'équipes qui seraient prêtes à l'accueillir. Tout à pratiquement. Quasiment. Ah ouais. Maintenant, est-ce que c'est pour des raisons sportives ? Est-ce que LeBron aujourd'hui va accepter ce qu'il a accepté sur la saison régulière ? Et c'est pour ça que c'est très frustrant que Doncic n'ait pas joué, parce que j'aurais aimé voir si cette Formule à 3 aurait marché aussi en play-off. Ouais, s'il y avait une petite chance, une mince chance. Et en fait, du coup, là, on va devoir spéculer, j'imagine que Rob Pelinka aussi, sur finalement, ou alors se juger sur des matchs de saison régulière. On prend cette déclaration de J.J. Redick qui était très dans l'émotion. Après, il a même parlé de sa famille, mais on va prendre plutôt le côté sportif de cette déclaration. Je n'y ai même pas pensé à la suite de LeBron. On gérera l'intersaison pendant l'intersaison. Je crois à la continuité. Après, il faut être réaliste et évaluer notamment où on en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas assez bons. Non, au moins, il dit les mots, je veux dire. Tu te fais sweeper. Alors après, c'est le champion titre, certes, mais encore une fois, mais c'est pas que ce sweep-là. On l'a dit, on a vu le tableau tout à l'heure. C'est le cycle depuis qu'ils sont champions NBA où finalement, ils sont loin de jouer le titre. On se souvient de ce run fou où ils vont en finale de conf, mais en finale de conf, ils prennent un sweep, quoi. C'est pas rien. C'est que avec 4 matchs serrés, vous vous souvenez, mais un sweep. Ouais, mais bon, ça reste ça, c'est maintenant, mais t'as commencé comme ça tout à l'heure, et ça, c'est vrai que c'est un truc de ces Lakers, c'est qu'ils sont très souvent dans les matchs sur les 3-4 dernières années, et ils perdent souvent. Comme aujourd'hui, comme le match qu'on vient de voir, c'est un super match des Lakers. Quelle est la différence entre une excellente équipe et une bonne équipe ? C'est ces moments-là. T'arrives pas à réenclencher un momentum de victoire. Et mine de rien, il y a eu quand même beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de joueurs partis, beaucoup de joueurs qui sont revenus, les joueurs un petit peu secondaires. Et on le voit aussi dans les équipes qui gagnent, c'est que les seconds couteaux sont là depuis des années. Ils maîtrisent leur rôle, ils savent ce qu'ils ont à faire et autour des superstars. Donc il y a quand même beaucoup de mouvements. Chaque saison, côté Lakers, il va falloir trouver... Je te dis, il va falloir construire une équipe autour de Luka, parce que lui aussi, il va être sous les radars quand même. Il n'a pas joué, il a dit qu'il était loin de revenir, d'ailleurs, Luka, donc il y avait peu d'espoir de le voir. Mais l'année prochaine, autour de ce mec-là qui a fait une saison de MVP, qui fait une saison d'attaque d'exception, il va falloir penser le projet pour de nouveau gagner. Alors, maintenant qu'on a fait la partie un petit peu sportive, on aura le temps de rediscuter d'Austin Reeves, parce que c'est l'un des enjeux de l'été. Je vous donne un petit peu la masse salariale. Donc LeBron, qui pour l'instant n'a toujours pas pris de ristourne depuis qu'il est arrivé aux Lakers, c'était à 52 millions, il avait pris sa player option.
option et il est en fin de contrat. Donc il peut signer là où il veut, pour le montant qu'il veut, en fonction de ce qu'il aura sur la table. Revenir aux Lakers, c'est l'une des choses qu'il souhaite, évidemment. Lui, il est à Los Angeles, il est très bien là-bas, sa famille est là, il joue encore avec son fils. Donc on a vu en playoff, un peu moins sur la fin quand même, et heureusement d'ailleurs. Donc voilà, LeBron est en fin de contrat cette année, 52 millions. Luka a une player option pour 2028-2029. Donc l'un des enjeux, il a 2 années où il est sûr d'être là. Si tu lui offres pas une vraie bonne équipe d'ici 2 ans, lui aussi, il peut dire, même si on sait que Luka Doncic a envie de rester chez les Lakers. Vous l'avez peut-être vu passer aussi, il a décidé de faire l'impasse sur la Slovénie, qui est presque qualifiée pour la Coupe du Monde 2027, parce qu'il est en pleine bataille au tribunal avec son ex-femme pour la garde de ses filles. Donc il a aussi l'esprit qui est englué avec ses affaires personnelles, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Donc en tout cas, un été pour se reposer, et pour Luka, c'est beaucoup, parce qu'il se repose jamais en été. Lui est toujours avec la Slovénie dans les compétitions, il triche jamais. Puis alors, il prend 35 minutes. Ouais, oui, c'est ça. Et puis, en plus, les Slovènes vont au moins en 8e, en quart, voire en demi-finale, donc on les voit sur de longues périodes. Rui Hachimura est en fin de contrat à 18 millions, tu le disais tout à l'heure, tout le monde a envie qu'il reste, maintenant il faut se mettre d'accord. Austin Reeves, lui, est à une player option l'année prochaine à 14 millions, tout le monde sait qu'il va sortir. Voilà. Quid maintenant d'Austin Reeves? Après ce qu'on vient de vivre, après les grands moments d'Austin Reeves en playoff, quand ils font le run pour aller en finale de conf, parce qu'on découvre un Austin Reeves exceptionnel dans les grands moments de playoff. On l'a vu blessé aussi après ce début de saison régulière où il était fantastique. Il est en fin de contrat. Qu'est-ce qu'on fait d'Austin Reeves? Sachant qu'on sait tous que tant qu'il n'y a pas un mec à l'intérieur fort, cette équipe ne pourra jamais fonctionner. Très fort. Référencé et très fort. C'est ça, avec Luka, il faut lui mettre un pivot d'un autre standing que ce qu'il a là. Ça, c'est une certitude. Jackson Hayes, c'est bien pour la Slovénie, s'il veut. Oui, bon. Mais c'est un backup. Oui, voilà, un bon backup. Mais oui, il faut lui mettre un pivot. Encore, pour moi, cette équipe-là, elle doit être construite autour de Luka Doncic. Voilà, c'est déjà le premier truc que tu écris en haut du tableau. Qu'est-ce qu'on fait autour de Luka Doncic? Est-ce qu'on met un Luka Doncic bis, moins fort? Non. Maintenant, quand je vois que l'autre, il revient, il fait 8 points au premier match, il est maladroit et que derrière, il enchaîne 3 matchs de très haut niveau, il est doué, il a du talent, il fait des trucs, c'est pas un échappé. Après, c'est un trou défensif. Quand il veut se mettre à défendre bien, ben, il fait faute. Et il est tellement ciblé que de toute façon, ça flingue la défense. Ouais, et il est ciblé terrible. Donc, encore une fois, ça me fait mal au cœur de dire ça parce qu'Austin Reeves a tout fait pour mériter l'oseille et la confiance des Lakers. Maintenant, il y a Luka. Est-ce que associer Austin Reeves à Luka, parce qu'Austin Reeves de facto va directement être la deuxième option de cette équipe-là. Donc tes deux options, c'est 2 joueurs un peu similaires, un bien plus fort que l'autre, mais 2 joueurs similaires. J'aurais tendance à dire, faut pas y aller. Et toi? Bah je me pose la question parce que tu sais quand Kyrie est arrivé à Dallas, on avait tous l'impression que ça ne pouvait pas marcher, etc. Sauf que Austin Reeves n'est pas Kyrie. Hein. Kyrie avait pour lui l'expérience du très haut niveau des finales NBA, son côté clutch, son côté très deuxième arrière, très deuxième arrière, beaucoup plus deuxième arrière qu'Austin Reeves. Je dis pas qu'il est pas capable parce que c'est un arrière, mais s'il a pas la balle dans les mains, tout de suite son niveau baisse parce que il est moins capable. Et puis Kyrie est capable de défendre surtout. On a vu Kyrie dans les grands moments. Personne ne remettait en cause sa défense lorsqu'il était aux Cavs ou dans le run pour aller en finale NBA avec les Mavs. Donc voilà, je crois aussi qu'après ce qu'on vient de vivre, les Lakers seraient vraiment bien inspirés de réfléchir à la monnaie d'échange ultime pour aller chercher le meilleur intérieur possible. Alors, évidemment, il y a la grande chimère de Giannis. Si les Lakers sont en position d'aller chercher Giannis en refourguant Austin Reeves, il faut absolument pas hésiter, c'est une évidence. Austin Reeves, contractuellement, là, il est comment? Il est en fin de contrat, il est player option l'année prochaine, 14 millions, il va sortir, il y a une équipe qui va lui donner 150. D'accord, donc... On le sait qu'il y a une équipe qui va lui donner. Franchement, ce qu'il a montré, il y a plein d'équipes qui vont être capables d'envoyer la caillasse. Bien sûr. Il mérite d'être première ou deuxième option dans une autre équipe. Et c'est un crève-cœur un petit peu honnêtement pour les Lakers parce que c'est un made in Lakers. C'est eux qui l'ont formaté, c'est eux qui l'ont lancé. Bah, quand Alex Caruso est parti et quand tout le monde l'a vu être bon à Chicago, puis être excellent avec OKC, je veux dire que je regarde les matchs, je fais, j'aurais kiffé qu'il reste, hein, parce qu'ils ont pas voulu le payer à l'époque. Hein. Mais donc voilà, c'est aussi ça le truc, t'es attaché aux joueurs, la fanbase est très attachée à Austin Reeves, mais si c'est pour aller chercher un top joueur à l'intérieur, tu le fais. Si c'est pour te rater à l'intersaison et le laisser partir, là je pense qu'il y aura quand même des choses à redire. C'est sûr que si tu laisses partir Austin Reeves avec le kiff qu'il procure aux fans des Lakers, derrière faut pas te tromper, hein, parce qu'on va te tomber dessus. Moi je reste persuadé que ta première option, quand ta première option c'est Luka, ta deuxième ça peut pas être Austin Reeves. Et pour autant, il faut quand même qu'à côté de Luka, tu aies un top joueur créateur. C'est comme ça qu'il est en finale NBA.
Donc ces mecs-là existent en NBA, hein, on en voit tous les jours, mais il faut que ce soit la bonne personne aussi. Et là, tu vois, tu prends le panel des joueurs, il y en a à la fois 10, mais il n'y en a pas 10 que tu peux aller chercher. Il n'y a pas tu vois ce que je veux dire. Et puis on a vu comment Dallas a galéré pour trouver aussi le second autour de Luka. Il a fallu que ça soit Kyrie, et sur le papier, c'est pas ce qui nous sautait aux yeux. Tout à fait. Je continue dans les contrats pour finir tout ça. Vanderbilt est en contrat jusqu'en 2027-2028. Luke Kennard, qui arrive en cours de saison, qui a été excellent dans la fin de saison régulière, dans le début des playoffs, il s'est complètement éteint par la suite, parce que tout le monde a décidé de lui casser la gueule, et malheureusement, il n'a pas pu répondre. Il est en fin de contrat, 11 millions. C'est le même contrat que Maxi Kleber. Maxi Kleber est encore rentré hier, hein, pour faire un écran. Il est venu pour faire un écran. Pourquoi Rui Hachimura, j'ai oublié de le dire tout à l'heure quand on parlait des choix de JJ Redick, comment Hachimura, il est pas sur le terrain, il y a 3 points d'écart, il y a une attaque à jouer, Hachimura il est sur le banc, et on fait rentrer Maxi Kleber pour poser un écran. Alors ça vraiment j'étais sûr. Il n'a pas fait faute offensive. Non, c'est vrai. Mais bon, Hachimura il est à 20 points dans le deuxième mi-temps. C'est une bonne rentrée pour Maxi Kleber. Il y a eu un tir presque ouvert pour. Enfin, en vrai, Austin Reeves avait un tir plutôt ouvert. Mais bon, quand je le vois rentrer encore, il est là. Je me dis, mais attends, mais c'est. Bon, écoute, ça doit être le meilleur poseur d'écran de toute la NBA pour qu'il soit sur le terrain. Bah tiens, regarde, super, c'est Statmus qui nous met ça. Rui Hachimura, c'est le plus haut. Alors ça, c'est incroyable, le plus haut pourcentage à 3 points dans l'histoire de la NBA. Et il en prend en plus, hein. C'est le leader des 3 points dans l'histoire des playoffs. Ah non, pendant ces playoffs. Et donc, forcément, oui, il a été exceptionnel dans cette deuxième partie de match. J'espère qu'ils vont le prolonger. Après, c'est pas. Quel argent. Il n'était pas sur le terrain, t'as raison. Ah non, sur la dernière action, il n'est pas sur le terrain. D'ailleurs, dans le commentaire, il le dit direct. Mais attends, comment il n'est pas sur le terrain, le mec? Écoute, les choix de JJ Redick. Bon, pour finir, DeAndre Ayton est toujours à une player option l'année prochaine. Jack LaRavia est sous contrat. Marcus Smart a une player option à 5 millions. Il n'y a pas de souci, il faut absolument qu'il re-signe. Jackson Hayes, par exemple, lui aussi est en fin de contrat. Donc il y a quand même. En fait, il y a tout à refaire. Hein. Oui. Il y a tout à refaire. Même si les Lakers, on sait que pour prolonger les mecs, en général, ils savent faire. Ils ont le bon discours. Alors, t'as envie de voir quoi alors, du coup, dans l'intersaison des Lakers? J'ai envie de voir Rui Hachimura rester, j'ai envie de voir Marcus Smart rester. Ça, si tu arrives à faire ce genre de coup-là, c'est du temps gagné pour la suite. Okay. C'est du temps gagné pour la suite. Maintenant, il faut faire un gros coup. Tu peux me dire ce que tu veux, il faut faire un gros coup. Ça peut être Yanis, ça peut être je sais pas qui d'autre. Il faudrait que je regarde le marché des agents libres, ou en tout cas sur le marché des transferts, ce qui peut se faire aussi. Il faut qu'ils fassent un gros coup, les Lakers. Parce que c'est les Lakers, et parce qu'à côté d'Yanis, et à côté de Luka, il faut un gros joueur. Donc moi, je pense qu'il faut qui sécurise des mecs sûrs aujourd'hui que sont Smart et Hachimura, et qui fassent un gros coup, et derrière qu'ils arrivent un petit peu à composer une équipe tournée autour de Luka, vraiment, que ça soit tourné autour de Luka. Est-ce que avoir LeBron James dans l'effectif, c'est possible que l'équipe soit tournée autour de Luka? Moi je vais te dire non, hein. De toute façon non, c'est pas possible. C'est pas possible. LeBron est l'un des goats de notre sport. Il rayonne trop dans le off-court. Et même quand il est sur le terrain, pour laisser une place prépondérante à LeBron. Toi, t'es GM ou président des Lakers, je sais que c'est ton rêve. Tu le re-signes à combien, LeBron Le problème de LeBron, c'est qu'il va te dire... en fait, ça doit venir de lui. Moi, je pense que Rob Pelinka, il peut pas aller voir LeBron en disant bon, écoute, cette année, il faut vraiment que tu fasses une ristourne. Alors, hier, dans le commentaire aussi, ils en parlent à un moment, je sais pas si t'as entendu, mais Kevin Harlan dit est-ce que l'année prochaine, ce serait pas temps qu'il fasse une petite ristourne? Et là, donc, petit rire de Dwayne Wade, et Dwayne Wade dit attendez, dans l'histoire, il a été capable de faire cette ristourne. Évidemment, il pense à The Decision avec Chris Bosh, vous vous souvenez, ils avaient décidé de limiter leur salaire pour pouvoir jouer tous les trois. C'était à 15 ans. Depuis LeBron, il n'y a plus de ristourne. Donc, écoute, moi je pense que ça doit venir de lui. Si tu as envie de rester à Los Angeles, mettez-vous d'accord, peut-être pas sur un contrat minimum, mais en tout cas à 5 ou 10 millions. Tu vois, au bout d'un moment, c'est ça. Il est milliardaire maintenant. Donc, qu'est-ce que ça va changer qu'il reprenne 50 millions Le but, c'est d'avoir la meilleure équipe possible. Non, mais c'est ça. C'est pas dans l'ADN de LeBron. C'est absolument pas dans l'ADN. Alors, Pelinka, il va dire 10 millions, il va dire bon, bah non, en gros, je pars. Il faut que ça vienne de lui. Tu veux faire quoi? Tu veux jouer pour quoi? Lui, il dit qu'il veut jouer encore pour un titre. Je pense qu'il est au meilleur endroit pour jouer à un titre. Mais alors donc, il va falloir que tout baisse en fait. Mais si LeBron veut jouer un titre, il doit faire une ristourne. C'est absolument obligatoire. Parce que s'il va demander 25-30, en fait non, tu vas flinguer Une vraie ristourne. Par contre, s'il fait une vraie ristourne, 10 même 15... Oh, là, derrière, ça ouvre le champ des possibles. Tout à fait. Ça ouvre le champ des possibles. Bon, c'est l'une des questions qui va se poser pour l'intersaison des Lakers. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a bientôt la draft en juin et puis il y aura la free agency. On aura le temps, bien sûr, de voir quels seront les choix. Hein. Austin Reeves et LeBron James sont les deux trucs les plus importants, en plus de virer DeAndre Ayton, bien sûr. Hein. Oh la vache, mais il a une player option. Oui, une player option alors.
Ça serait, non? Oui. Au bout d'un moment, ou alors c'est Scott, hein. Quel fiasco. Bah, attendu, hein. Franchement, le problème, c'est que ce gars-là, les Lakers lui réoffrent une chance de briller au plus haut niveau, sur le marché le plus regardé par tout le monde. Le visage, l'expression corporelle du mec. Mais gros, en fait, On l'a dit en début d'année, on a dit c'est sa dernière chance pour montrer que ça peut être encore un joueur qui compte. Terminé. Oh là 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 là. Minable. Au-delà des stats, hein, parce que ce qui est bien avec comme c'est un super joueur qui a du temps de jeu, il y a eu des matchs à 15 rebonds, il y a eu des 20 et 20, il y a même eu des comptes, il y a des actions un petit peu qui vont rester en tête. Le problème, c'est la globalité. Hier, il est complètement benché. Hein. Hier, il est benché et Jackson Hayes est largement meilleur que lui. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et sur des choses que tout le monde peut faire hein, quand tu es un pivot NBA, hein, c'est-à-dire de l'écran, du roll, l'activité au rebond, se faire oublier sur la ligne de fond, dunker, courir, ben voilà, des choses. Il n'a rien inventé, Jackson Hayes. Hein. Bah non, bien sûr. Mais bon, quand tu as envie de jouer, eh ben ça, on est censé le voir. L'énergie, c'est aussi ça. DeAndre Ayton, il n'en a aucune. Bref, on aura le temps de rediscuter des Lakers à l'intersaison. Vous savez que ça nous passionne toujours. Ensemble, oui, on fallait qu'on finisse là-dessus, t'as raison, Tom. Regardez le pire bilan dans l'histoire des Lakers sur une saison, donc playoff inclus. Donc ils sont à 8-0, on en parlait en début d'émission. Alors, il n'y a que les Celtics de 57-58 et de 58-59 qui les battent. Bien sûr, à l'époque, hein, il y avait 8 équipes en NBA et donc les équipes se rencontraient un petit peu ça plus fait 22-0 hein, sur les 2 saisons cumulées. Ouais, c'est pas la bonne période pour les Lakers là. Là, George Michael, il était au bout du roulage. Magnifique logo des Celtics. Hein. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ton gars là? Ah, je sais pas. Au mieux, c'est un gros prout. Hein. Ouais, au mieux. Au mieux, un gros prout. Mais bon, en général, si tu veux faire plus, t'enlèves ton pantalon. C'est conseillé. C'est conseillé. Peut-être que il est vieux, peut-être, le monsieur des Celtics. Très bien. Bon. Voilà pour l'intersaison des Lakers. On fait un tout petit crochet par l'Est. On finit là-dessus parce qu'on a vécu un super match hier soir. Cleveland est revenu dans la série, 112-103 face à Détroit. Personne ne perd à domicile dans cette série. On a vu un Donovan Mitchell exceptionnel, Erwan. 39 points dans la deuxième mi-temps. Quand il est équipé comme ça, quand il est aligné, ben, il est inarrêtable. Voilà. Oui. On l'a vu, donc 39 points en première mi-temps, énorme carton. Franchement, au bout de 3-4 paniers, je fais ça, il est parti, il va faire n'importe quoi. Donc quand il est comme ça, c'est très compliqué. On n'a pas trop voulu durcir, je trouve, sur lui côté Détroit. On n'a pas voulu tenter des prises à 2 fold. On n'a pas voulu vraiment. En tout cas, sur la c'est un peu trop tard. Donc, écoute, 2-2. Tant mieux, cette série va peut-être être un petit peu plus passionnante que ce qu'on imaginait. On savait que ce serait long. Je suis un peu rassuré pour Cleveland quand même, où j'ai vu un peu de l'orgueil, un style à eux. Tu vois, une envie d'imprégner leur rythme. Donc, écoute, le match 5, ça promet. Mais oui, Donovan Mitchell, extraordinaire. Il est à 4 points à la mi-temps. Il finit à 39. Regardez dans l'histoire, c'est juste un record illégal. Alors là, ça, c'était un record que personne n'avait. Hein. Eric Sleepy Floyd, en 87 face aux Lakers, il jouait aux Warriors, 39 points dans la deuxième mi-temps. Ça, franchement, on peut dire ce qu'on veut, personne ne l'avait. Gros, hein, là, ou alors tu me dis que là... Non. Bon, bravo en tout cas à la NBA pour l'avoir sorti. Regardez KD en 2019 avec les Warriors. Et Charles Barkley en 38 points en 94. Ce match est à retrouver dans les NBA Classic Games. On l'a recommandé cette année. Donc allez voir un match sensationnel. Contre les Warriors de Chris Webber. Encore les Warriors. Ça se passe toujours dans la conférence Ouest, sauf pour le match de Donovan Mitchell. Donc, Kyle Cunningham a été bien tenu par la défense des Cavs. Hein. Il finit seulement à 19 points. C'est son pire match dans ce run de playoff. Caris LeVert a été très bon pour le con, lui. Hein. Excellent. D'ailleurs, les Cavs font un run au début. Caris LeVert entre. Il est excellent. Ils reviennent. C'est serré. Et derrière, ils prennent un 22-0 dans le troisième quart. Hein. Dans le troisième, ils explosent. Waouh. Bon, écoute. Ça nous donne en tout cas une série serrée. Et c'était annoncé comme ça. Hein. On a tous mis 6-7. Moi, je jouais un 3-1. Moi, mais j'avais pas compris hier quand tu m'as dit ça. J'ai pas compris. Je t'ai dit, les Cavs, tant qu'ils, je les ai pas vus perdre une fois à domicile, ils vont faire 3-3. Hein. Tu vas voir, là, c'est 3-3, match 7. Et là, match 7, on verra. Regardez les codes du match 5 sur Wina. Détroit 1,58 à domicile, Cleveland 2,35. On aura le temps de débriefer ça vendredi dans Clutch. Non, on est quel jour là? On est vendredi. Non, jeudi dans la Force des Shows. Oui, jeudi dans le Force. Jeudi dans le Force des Shows, parce que ça c'est mercredi soir. Ce match-là, petit prono? Bon, je vais Détroit 3-2. Détroit 3-2, ça me va. Pour le coup, je vais aller sur la logique de la série où tout le monde gagne à domicile. Voilà, Détroit 3-2. Vous avez nos petits promos. On se retrouve demain dans Clutch à 17h sur la TV mercredi. D'ailleurs, je dis demain, mais la vidéo, elle sort mercredi. Donc en fait, c'est ce soir. On se retrouve ce soir pour parler du match 5 des Spurs et des Wolves. On verra si Victor Wembanyama a remis un coup de coude à Naz Reid. Beaucoup de commentaires sur c'est passionnant en même temps. Ben oui. Merci pour tous vos retours, hein, comme d'hab. Le contexte, c'est important de prendre le contexte. Ouais, mais écoute, tu vois juste, tu enlèves juste une image et tu as oublié qu'il y avait des matchs avant et des minutes juste avant. Merci à Léo, merci à Furcy, merci à Tom Cheravino à l'édition. On se retrouve donc dès jeudi pour le First Day Show.